Et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les principaux résultats des ventes d'antibiotiques pour l'année 2019. Excusez-moi pour ces petits soucis. Je passe donc à la deuxième diapositive. Donc, la vente des antibiotiques est utilisée en médecine vétérinaire est suivie depuis 1999. Ce suivi est basé sur les déclarations des titulaires d'autorisation de mise sur le marché, conformément à un article du Code de la santé publique. Les données qui sont déclarées sont les cessions de médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques. Les informations collectées sont les nombres d'unités vendues pour chaque présentation de médicaments, mais aussi une estimation de la répartition des ventes par espèce animale. Excusez-moi pour ce petit souci de caméra, donc à nouveau bonjour à tous. Les informations qui sont collectées permettent d'évaluer l'exposition des animaux aux antibiotiques. Donc les nombres d'unités vendues sont multipliés par la contenance de la présentation, mais aussi par la composition quantitative en antibiotiques, et cela permet de calculer une quantité d'antibiotiques. Cette quantité est ensuite divisée par la dose journalière et la durée de traitement telle que définie dans l'autorisation de mise sur le marché. Et ça nous permet donc d'estimer une biomasse animale traitée. Cette biomasse traitée est rapportée à une biomasse animale totale des animaux présents en France ou produits en France. Et c'est cet indicateur d'exposition aux antibiotiques que nous utilisons, que l'on appelle aussi l'indicateur ALEA. Avant de présenter les principaux résultats, je vous donne quelques éléments de contexte. Donc, le premier plan éco-antibio 2012-2016 visait une réduction de 25% de l'usage des antibiotiques en 5 ans. Cet objectif global qui concernait l'ensemble des espèces animales a été atteint avec une baisse de 37% en 5 ans. Puis en 2014, il y a eu la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, avec un objectif particulier pour les antibiotiques d'importance critique. Donc, ces antibiotiques sont les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3e et 4e génération. La cible était une réduction de 25% en 3 ans, et là aussi, l'objectif a été atteint, et même, vous le verrez plus tard, largement dépassé en 2016. Le deuxième plan éco-antibio 2017-2021 vise à inscrire dans la durée la baisse de l'exposition des animaux aux antibiotiques. Pour cela, il prévoit des actions de communication et de formation, il prévoit de développer les mesures de prévention des maladies infectieuses et de faciliter le recours aux traitements alternatifs. Un objectif a été fixé par ce plan pour un antibiotique de dernier recours en médecine humaine, c'est la colistine. Et là, la cible est une baisse de 50% de l'exposition en 5 ans pour les filières bovines, porcines et avicoles. Donc, je passe aux résultats. Pour l'année 2019, 422 tonnes d'antibiotiques ont été vendues, soit une baisse de 53,3% par rapport à 2011, 2011 étant l'année de référence pour le premier plan éco-antibio. Entre 2018 et 2019, il y a eu une baisse de 10,5% du tonnage vendu. Lorsqu'on calcule l'indicateur d'exposition ALEA, on remarque que la baisse est de 45,3% de l'exposition par rapport à 2011. Lors du premier plan éco-antibio, on peut remarquer que l'exposition a augmenté en 2014. Cela est notamment dû à la loi d'avenir agricole qui a mis en place des mesures telles que la fin des rabais et des ristournes pour les médicaments contenant des antibiotiques à compter du 1er janvier 2015. Cela induit un surstockage des médicaments de la part des acteurs de la distribution et de la délivrance. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé entre 2018 et 2019, on voit que la baisse est de 10,9% sur donc, la dernière année. Vous avez ici une représentation de l'exposition selon les formes pharmaceutiques.
on remarque que la voie orale est de moins en moins utilisée, principalement les prémélanges médicamenteux avec une baisse de moins 74% par rapport à 2011, mais aussi les poudres et solutions orales qui ont aussi diminué de 16,7% entre 2018 et 2019. Sur ces graphiques, vous pouvez voir l'évolution de l'exposition par espèce. En haut à gauche, vous avez l'exposition des bovins, donc son évolution par rapport à l'année 2011, donc la courbe bleue, et les pointillés représentent l'évolution pour toutes les espèces animales confondues. On voit que entre 2018 et 2019, l'exposition des bovins a diminué de près de 10%, 16% pour les porcs, 12,8% pour les volailles, et une légère augmentation a été notée pour les lapins et les chats et chiens. Néanmoins, si on regarde les résultats entre 2011 et 2019, il y a bien une baisse pour l'ensemble des espèces animales. Ces baisses vont de 13,9% pour les chats et chiens jusqu'à 60,5% pour les volailles. En ce qui concerne les céphalosporines de dernière génération, on a observé une forte baisse par rapport à l'année 2013, moins 94,1% pour toutes les espèces animales, ce qui est représenté dans le graphique de gauche. Et on remarque qu'il y a eu une forte baisse surtout entre 2013 et 2016. C'est essentiellement dû à la publication d'un décret et d'un arrêté qui encadrent la prescription et la délivrance des antibiotiques critiques. Et puis, sur les 3 dernières années, vous pouvez observer une stabilisation de cet indicateur aléa, qui est égal à 0,001. Cette stabilisation se retrouve aussi sur le graphique de droite qui représente l'évolution par espèce. On voit qu'en 2016, 2018, 2019, c'est relativement stable avec une baisse de l'exposition qui va de 66,7% pour les chats et chiens jusqu'à 95% pour les porcs et les bovins. En ce qui concerne les traitements intramammaires contenant des céphalosporines de dernière génération, il y a aussi eu une forte baisse puisque le nombre de traitements par vache laitière a baissé de 98,9% par rapport à 2013. Pour les fluoroquinolones, les résultats sont très similaires. Nous avons une baisse, toute espèce confondue, de 86% par rapport à 2013, avec aussi une stabilisation sur les 3 dernières années. Les évolutions par espèce sont relativement stables depuis 2017, avec 66% de baisse pour les volailles jusqu'à 91% de baisse pour les porcs. Pour la colistine, l'objectif visé prend en compte comme référence l'exposition moyenne sur les années 2014 et 2015. Vous pouvez voir sur ce graphique que la voie orale a principalement diminué. C'est surtout une diminution de l'utilisation des prémélanges médicamenteux, puisqu'il y a une baisse de 95% par rapport à 2014 et 2015. Toute espèce confondue, l'exposition à colistine a diminué de 64%. Les principales espèces traitées avec la colistine sont les volailles, les porcs et les bovins. Et vous pouvez voir sur le graphique de droite que en 2019, les 3 filières ont dépassé le seuil des 50% de baisse et donc ont atteint l'objectif fixé par le plan Eco-Antibio 2 qui visait donc 50% de baisse pour l'exposition à la colistine. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé entre 2011 et 2019, on voit qu'il y a eu tout d'abord la forte diminution de l'utilisation des polypeptides, donc essentiellement la colistine, mais aussi des antibiotiques critiques, ce que vous voyez en vert et en marron. Mais aussi, il y a eu d'autres baisses d'utilisation pour d'autres familles, telles que les tétracyclines, les macrolides et les sulfamides. Et lorsqu'on regarde dans le détail ce qui s'est passé entre 2011 et 2019, on voit qu'au cours du premier plan Eco-Antibio, il y a eu de profondes modifications des utilisations des antibiotiques, alors que sur les 3 années du deuxième plan,
il y a une relative stabilisation de l'utilisation de la majorité des familles d'antibiotiques. C'est ce que vous pouvez voir avec un encadré jaune. Seuls les polypeptides et les tétracyclines ont fortement diminué au cours de la dernière année. Il est intéressant de regarder les résultats de la France par rapport aux résultats des autres pays européens. Les résultats que vous voyez ici proviennent du rapport ESVAC qui a été publié par l'Agence européenne des médicaments en octobre dernier. Donc, ces résultats portent sur l'année 2018. Et on voit que la consommation d'antibiotiques de la France est inférieure à la moyenne européenne. Il est intéressant de regarder aussi l'évolution depuis 2011. Et on remarque pour les 25 pays européens qui transmettaient ces données depuis 2011, il y a une diminution de la baisse, toutes antibiotiques confondues, qui est de 35%, ce que vous voyez avec la ligne. Pour la colistine, il y a aussi une forte diminution. En jaune, elle est de 70%, et une diminution aussi des antibiotiques d'importance critique, bien que les résultats soient un peu moins bons que les résultats de la France. Donc les données que je viens de vous présenter au niveau européen sont des données globales, toutes espèces confondues. Dans les années à venir, nous aurons des données plus précises par espèce. Cela est prévu dans le nouveau règlement européen relatif aux médicaments vétérinaires qui sera applicable à partir de janvier 2022. En effet, l'article 57 prévoit une obligation pour les États membres de transmettre des données de vente et d'utilisation des antimicrobiens par espèce. Donc, les données devront être transmises avant janvier 2024 pour les bovins, les porcs, les poulets et les dindes, et avant janvier 2027 pour toutes les autres espèces animales productrices d'aliments. Enfin, la dernière étape sera les données pour les autres animaux élevés ou détenus avant janvier 2030. Donc, nous orientons vers des données d'utilisation. Ces dernières années, différentes démarches ont été initiées dans les filières et en collaboration avec les instituts techniques. C'est le cas pour les veaux de boucherie. Un observatoire a été mis en place qui permet de mesurer l'utilisation des antibiotiques et permet à la fois aux éleveurs et aussi aux vétérinaires de s'auto-évaluer. Dans la filière porc, il y a eu la démarche GVET qui a été mise en place. C'est une gestion informatique des traitements vétérinaires où là, le registre d'élevage a été modernisé. Et enfin, en filière volaille, un réseau professionnel a été mis en place pour mesurer et établir des références sur les usages des antibiotiques dans la filière avicole, notamment pour les dindes et les poulets de chair. En vue de répondre aux futures exigences du règlement européen, la France utilisera les données de cession d'antibiotiques. Ces données sont prévues dans la loi d'avenir agricole avec une déclaration obligatoire. Les cessions d'aliments médicamenteux sont déjà transmises et analysées au niveau de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, mais les données qui seront déclarées par les vétérinaires et les pharmaciens dans les années à venir seront aussi utilisées. Donc pour conclure, je rappelle que le deuxième plan éco-antibio vise à maintenir dans la durée la tendance à la baisse de l'exposition des animaux aux antibiotiques. Comme vous avez pu le voir, entre 2018 et 2019, l'exposition globale a diminué de près de 11%. Il y a une relative stabilisation de l'exposition sur les 3 dernières années pour la majorité des familles d'antibiotiques. C'est le cas pour les antibiotiques d'importance critique, que sont les fluoroquinolones et les céphalosporines de dernière génération, puisque après une forte baisse observée entre 2013 et 2016, l'exposition semble se stabiliser. Enfin, un des bons résultats de cette année, c'est que l'objectif fixé par le plan éco-antibio pour la réduction de l'utilisation de la colistine a été atteint pour les 3 filières bovines, porcines et avicoles. Donc ces bons résultats de l'année 2019
témoigne d'un engagement efficace de l'ensemble des parties prenantes dans la lutte contre l'antibiorésistance. Cette dynamique doit être maintenue pour une utilisation prudente et responsable des antibiotiques vétérinaires. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Delphine pour cette présentation. Donc on a des questions dans le chat et vous pouvez en poser également maintenant. Hein, on a quelques minutes pour prendre des questions, 5 minutes à peu près. Alors j'ai regardé un petit peu les questions parce que pendant que Delphine présentait, donc parmi celles que j'ai vues, il y avait des questions sur les données chevaux, les données sur les veaux de boucherie évidemment. Je pense que Delphine elle a présenté un certain nombre de données, mais l'ensemble des données est évidemment dans le rapport. Hein. Ce qui n'a pas été présenté est dans le rapport. Hein. J'imagine que tout à fait. Donc, les données chevaux, le calcul de l'aléa est disponible dans le rapport 2019, tout à fait. Par contre, nous n'avons pas des données aussi détaillées que pour les espèces bovines, porcs, volailles, lapins et chien-chat. Il y avait une question sur Chypre. Intéressant. Pourquoi Chypre est number one? Alors, je pense que c'est par rapport à l'ESVAC, oui. Oui. Peut-être je peux revenir sur la diapositive. Voilà. Oui, comme vous pouvez le voir, hein, les résultats sont très, très différents d'un pays européen à l'autre. La tendance, on peut remarquer quand même que les pays forts consommateurs sont souvent les pays du sud de l'Europe. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir hein, de ces données que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance globale à la baisse au niveau européen et qu'il y a des efforts qui sont faits de manière globale. Alors, il y avait des questions dont les réponses sont, à mon avis, pas très simples. Hein. Est-ce que ça a eu un impact sur la santé animale de diminuer autant les antibiotiques et comment finalement on s'en sort en utilisant beaucoup moins d'antibiotiques? Et puis il y a une question aussi d'un secteur sur l'autre, on voit bien l'importance de les regarder ensemble, c'est est-ce que ça a un impact sur la résistance chez l'homme? Je vais solliciter mes collègues qui présentent les données de résistance. Peut-être, Jean-Yves, tu peux nous une synthèse sur ces volets résistance? Oui, alors si la question c'est est-ce que la diminution, alors la question de la diminution de l'usage des antibiotiques chez l'animal et la répercussion sur la résistance humaine, c'est évidemment une question majeure puisque j'aimerais savoir quels sont les inconvénients de l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage des rats. Quel est l'impact au niveau de la reproduction et quelles sont les recommandations? Oui, excusez-moi. Oui, donc il y a quelqu'un qui a posé une question. Alors, ce qu'on va vous demander, je ne sais pas comment vous avez activé votre micro, mais ce qu'on va vous demander, c'est de réellement passer par le chat hein, pour poser vos questions. Et de toute façon, on ne pourra pas, bien sûr, répondre à l'ensemble des questions. Il faudra qu'on enchaîne les présentations. On va répondre à quelques-unes. On pourra répondre par la suite également, si vous le souhaitez. Donc, on a été sur la question sur l'impact de la baisse de l'usage des antibiotiques chez l'animal et la répercussion sur la résistance humaine. Évidemment, c'est une question majeure. D'ailleurs, c'est bien aussi une des bases de la réduction chez l'animal, de faire prendre conscience au monde animal que toute prescription sélectionne la résistance, et notamment la crainte qu'il puisse y avoir un impact de cet usage excessif dans le monde animal sur la résistance humaine. Pour l'instant, alors c'est très compliqué à répondre. Pour l'instant, on n'a pas d'indicateur très très clair, hein, notamment la consommation humaine continue à légèrement augmenter, puisqu'on est, je crois, à 772 tonnes. Hein, les collègues médecins préciseront, mais on n'a pas on garde une pression de sélection chez l'homme qui reste réelle, et on n'a pas de réel indicateur de baisse de la résistance qu'on puisse attribuer à la baisse de l'exposition des animaux.
C'est vraiment une question de long terme et qu'il faudra explorer et qui justifiera aussi les niveaux d'effort qu'on mettra dans les politiques publiques, au-delà du principe général que prescrire un antibiotique, c'est forcément un acte qui a des conséquences indésirables sur la sélection et que dans tous les cas, quel que soit l'impact d'un secteur sur l'homme, de mon point de vue, et je pense qu'on est nombreux à partager ce point de vue, il faut évidemment le réduire et le contrôler, quel que soit l'impact attendu. Oui, je crois qu'il faut vraiment garder en tête que c'est une problématique One Health et qu'il faut des efforts à la fois en médecine vétérinaire, médecine humaine, et puis on verra le volet environnement tout à l'heure, mais c'est une approche globale qu'il faut avoir. Alors, ce que je vous propose, il y a de nombreuses questions, évidemment, on va pas toutes pouvoir les prendre, hein, bien sûr. Extrêmement pertinentes, donc on va les garder, éventuellement on pourra voir si on peut les reprendre plus tard ou si on pourra y répondre en dehors de ce webinaire. On va passer à la présentation suivante, qui est une présentation qui sera donnée donc par Agnès Perrin-Guillaumard du laboratoire national de référence sur la résistance antimicrobienne à Fougères, et qui va nous présenter les données de la surveillance européenne qui est déclinée donc par les États membres dans le cadre de l'activité de leur laboratoire de référence. Bonjour à tous, merci Jean-Yves de me donner la parole pour présenter les résultats majeurs en 2019 de la surveillance programmée de la résistance aux antibiotiques chez les animaux de rente en France. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà en fait le général de cette surveillance, mais pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, je vais rappeler rapidement quelle est son organisation et son fonctionnement. Donc en fait, la surveillance chez les animaux sains à l'abattoir est cadrée par la directive zoonose 2003/99 et complétée par la décision 2013-652. Dans cette décision, on a un certain nombre, un cadre et un certain nombre de lignes directrices pour mettre en place cette surveillance. Donc notamment les lignes directrices pour le plan d'échantillonnage, pour les animaux à surveiller, les antibiotiques à surveiller également, et les données à transmettre, les données épidémiologiques et les données de surveillance à transmettre donc à l'EFSA. Alors en France, cette surveillance est pilotée par la DGL. Les prélèvements sont effectués par les services déconcentrés. L'isolement des bactéries cibles est effectué par les laboratoires qui transmettent après ces souches isolées au LNR microbienne, donc composé du laboratoire de l'ENSES Fougères et du laboratoire qui effectue la détermination de la sensibilité de ces souches à différents antibiotiques. Donc une fois que les sensibilités sont déterminées et analysées, les données sont transmises à l'EFSA qui les analyse avec les autres États membres. Agnès, tu m'entends, Agnès? En fait, j'ai l'impression que le son est très faible de ton côté, c'est peut-être une question de micro. Alors, je suis désolé de t'interrompre, mais si c'est pour le bénéfice de l'ensemble de ta présentation. Augmenter mon micro. Ou alors le mettre plus près de... Non, si c'est bon. Ah là, c'est mieux, oui. En tout cas, pour moi, c'est mieux. J'ai augmenté. Voilà, super. Merci beaucoup. Désolé. Excusez-moi. Non. Donc, chaque année, on transmet également des souches au laboratoire de référence de l'Union européenne qui se situe au Danemark pour qu'il confirme certains phénotypes particuliers et qu'il caractérise également ces souches au niveau génotypique pour identifier les gènes de résistance responsables de ces phénotypes particuliers. Donc,
Concernant le plan de surveillance 2019, donc, il était axé sur la surveillance des animaux de boucherie avec le porc et le veau en espèces animales. Les bactéries à surveiller donc, étaient les Salmonella et les Escherichia coli. Dans les Escherichia coli, on distingue les bactéries commensales indicatrices, donc de la flore des animaux, et on fait également la recherche spécifique des E. coli résistantes aux céphalosporines de 3e génération. Donc on les recherche sélectivement sur des milieux supplémentés avec antibiotiques. Les salmonelles sont recherchées dans les prélèvements de carcasses à l'abattoir et les E. coli, donc que ce soit indicatrices ou C3GR, sont recherchées dans les contenus sécaux, des animaux à l'abattoir. Les viandes fraîches à la distribution donc, sont prélevées pour la recherche spécifique des E. coli résistantes aux céphalosporines de 3e génération. La méthode utilisée pour déterminer la sensibilité des souches aux antibiotiques est la CMI en liquide. Donc, c'est le principe de la méthode. Donc, on détermine la première concentration d'antibiotiques qui inhibe la croissance des bactéries. Cette CMI est comparée donc, au seuil épidémiologique de Leucas, qui permet donc, de séparer les souches sauvages des souches ayant acquis un mécanisme de résistance. Et ces CMI sont analysés pour calculer des pourcentages de résistance. Donc ici, vous avez représenté un tableau qui présente les nombres de prélèvements et de souches conformes analysés en 2019 pour chaque filière, chaque bactérie et chaque matrice. Donc, il faut savoir que dans les contenus sécaux, comme je vous ai dit précédemment, donc les LDA isolent les E. coli et les E. coli résistantes aux céphalosporines de 3e génération, mais les E. coli sont recherchés que dans 2 tiers des prélèvements, et tous les prélèvements sont analysés pour la recherche des E. coli C3GR. Donc, si on regarde les résultats pour le porc, donc sur les 299 prélèvements analysés en 2019, on a eu 188 E. coli isolés et 66 E. coli résistantes aux céphalosporines. Pour le veau, il a été analysé 244 prélèvements et qui ont donné lieu à l'isolement de 153 E. coli et 51 E. coli C3GR. Concernant les prélèvements de viande, 322 prélèvements de viande de porc ont été effectués à la distribution, qui ont donné lieu à l'isolement de 4 E. coli C3GR. Quant à la viande de bœuf, donc je précise bien, c'est la viande de bœuf qui est prélevée à la distribution. Donc 317 prélèvements ont été effectués et qui ont donné lieu à l'isolement de 2 E. coli C3GR. Sur les carcasses à l'abattoir, donc sur les 1457 prélèvements de carcasses de porc effectués à l'abattoir, les laboratoires ont isolé 204 salmonelles. Sur les carcasses de veau, donc il a été effectué 6296 prélèvements qui ont donné lieu à 43 souches de salmonelle. Ici, vous avez la représentation de l'évolution de la sensibilité aux antibiotiques des Escherichia coli, donc à gauche pour le porc, à droite pour le veau, pour les antibiotiques dont les pourcentages de résistance sont des pourcentages de résistance modérés à élevés. Donc on peut voir pour le porc donc, que la surveillance, donc la plage de surveillance ici présentée est la période 2009-2019. Et chez le porc, donc les pourcentages de résistance les plus élevés concernent la tétracycline, le sulfaméthoxazole et le trimétoprime. Par contre, sur la période de surveillance 2009-2019, eh bien, on voit que ces pourcentages de résistance ont diminué de manière significative, puisque, par exemple, pour la tétracycline, on était autour de 75% en 2009 et on atteint 60% de résistance en 2019. À l'inverse, donc, on peut voir que la résistance à l'ampicilline, qui était de l'ordre de 20% en 2019, a
varié pendant toute cette période et a commencé à augmenter en 2015 et atteint 30% à peu près en 2019. Et donc, cette augmentation est significative sur la surveillance. Les pourcentages de résistance au chloramphénicol sont variables, mais cette variabilité n'a pas de significativité. Concernant donc les pourcentages de résistance chez le veau, en fait, la surveillance donc, a été effectuée sur la période 2015-2019, mais en fait, on n'a que 3 points de surveillance, 2015-2017 et 2019. Donc, il est un petit peu difficile actuellement d'avoir des valeurs significatives en fait, mais on peut voir quand même qu'il y a des tendances. Alors, comme chez le porc, les pourcentages de résistance les plus élevés sont observés pour la tétracycline et le sulfaméthoxazole. L'ampicilline, il y a des résistances plus élevées chez le veau que chez le porc. On peut voir qu'il y a une légère diminution des pourcentages de résistance sur la période 2015-2019, qui seront à confirmer bien sûr l'année prochaine. Et puis, pour ce qui est du chloramphénicol, comme pour le porc, les taux sont stables. Si maintenant on regarde les graphiques qui présentent l'évolution des pourcentages de résistance pour les taux de résistance qui sont faibles à rares, chez le porc, donc on voit qu'en 2009, les pourcentages de résistance au fluoroquinolone étaient de l'ordre de 2%, et en 2019, donc on a eu une augmentation en 2012, et ces pourcentages de résistance atteignent à peu près 4% en 2019, et donc sur la période de surveillance, 2009-2019, cette augmentation est significative, même si l'on voit que effectivement les taux sont plutôt stables depuis 2013. Concernant la résistance aux autres antibiotiques, donc on voit que les résistances aux céphalosporines en fait ont diminué depuis 2011 pour atteindre des taux très faibles, voire nuls. Les résistances aux méropenem sont nulles, la colistine et les pourcentages sont très bas. Quand on regarde les pourcentages chez le veau, donc on a un peu plus de résistance chez le veau. Malgré tout, on voit qu'il y a une tendance à la diminution des pourcentages de résistance au fluoroquinolone entre 2015 et 2019, ainsi qu'une diminution des résistances à l'azithromycine et une augmentation des résistances à la gentamicine. Les résistances aux céphalosporines et à la colistine sont très bas. Et on n'observe pas de résistance aux méropenem chez les souches isolées. Ici, vous avez représenté en fait les résistances, les nombres de résistances associées chez les souches isolées. Donc en bleu chez le porc et en rouge chez le veau. Donc la première observation que l'on peut voir, c'est que les souches isolées sont pour la plupart sensibles à tous les antibiotiques testés, puisque 29,8% des souches chez le porc sont sensibles à tous les antibiotiques testés et pratiquement 40% de ces souches chez le veau. Lorsque ces souches sont résistantes à un antibiotique testé, chez le porc, on observe un peu plus de souches que chez le veau résistantes à un seul antibiotique. Et dans le cadre de ces résistances à un seul antibiotique, c'est la tétracycline qui est l'antibiotique majoritairement retrouvé dans ces profils de résistance. Chez le veau, les souches sont plutôt, quand les souches sont résistantes, elles sont plutôt résistantes à 4 antibiotiques, et l'association qui est majeure dans ce profil, c'est l'association ampicilline, tétracycline, sulfaméthoxazole et trimethoprim. Lorsqu'on regarde l'évolution de ces résistances associées, donc on voit qu'il y a une augmentation significative des souches sensibles à tous les antibiotiques testés chez le porc entre 2009 et 2019. Et chez le veau, on voit également que cette augmentation est significative, puisque donc en 2015, c'est ça, on avait à peu près 25% des souches isolées qui étaient résistantes à tous les antibiotiques testés, et en 2019, donc on a 40%
souches sensibles à tout. Maintenant, si on s'intéresse donc aux Escherichia coli résistantes aux céphalosporines de 3e génération, dans la flore dominante, c'est-à-dire donc les Escherichia coli indicateurs qui ont été isolés du séco des porcs. Donc dans cette flore dominante, chez le porc, on a 1,1% de ces souches résistantes aux céphalosporines et on n'en retrouve pas chez le veau. Et ces pourcentages de souches isolées sont stables en fait depuis le début de la surveillance spécifique de ces souches en 2015, qui a démarré en 2015. Lorsque l'on recherche ces souches dans les contenus sécaux, donc par une méthode sélective, comme je vous ai expliqué précédemment, donc chez le porc, on observe que 22,1% des prélèvements contiennent au moins un GR et que chez le veau, ce pourcentage est de 20,9%. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2015, depuis le début de cette surveillance spécifique, on a une diminution significative du nombre de prélèvements qui contiennent un E. coli C3GR, puisque en 2015, chez le porc, on était à 35,8%, on tombe à 22,1% dernière. Chez le veau, on avait la moitié des prélèvements qui portaient des E. coli C3GR, alors que donc 1,1% de ces prélèvements en 2019. Lorsqu'on fait la recherche sélective de ces souches dans les viandes à la distribution, 1,2% des prélèvements de porc contiennent un E. coli C3GR, alors que 0,6% des viandes de bœuf contiennent ce type de bactéries. Sur la période de surveillance entre 2015 et 2017, ces pourcentages de résistance sont stables. Donc on peut noter également que dans cette recherche sélective, aucune souche productrice de carbapénémase n'a été détectée, que le profil majoritaire des souches isolées, le profil enzymatique majoritaire des souches isolées concerne plutôt des souches qui sont productrices de bêta-lactamase étendue, notamment chez le porc, puisque 74,2% de ces souches présentent un profil de type BLSE, 50,1% chez le veau. Ces souches BLSE présentent également d'autres résistances associées, jusqu'à 6 chez le porc et jusqu'à 9 chez le veau. Donc, le profil de résistance associée majoritaire que l'on retrouve chez ces souches, donc accompagné de la résistance aux céphalosporines, on a aussi une résistance à la tétracycline et au sulfaméthoxazole. Agnès, est-ce que tu peux remonter un petit peu ton micro, je crois que juste pour finir. Voilà. Voilà, très bien. Donc, quand on s'intéresse... C'est mieux, en tout cas, pour moi, c'est mieux, je pense que ça doit l'être, ouais. D'accord. Quand on s'intéresse aux salmonelles, donc on peut voir que sur les 204 souches isolées chez le porc, on a on identifie 16 sérovars différents avec des sérovars majoritaires comme Salmonella typhimurium monophasique et Salmonella derby. Chez le veau, donc sur les 43 souches isolées, on a détecté 11 sérovars différents, dont le sérovar majoritaire est Salmonella derby. Donc les résistances sont variables selon les sérovars. Par contre, on note que chez les sérovars majoritaires et chez les sérovars de danger sanitaire de catégorie 1, on n'a pas ces souches sont sensibles aux antibiotiques d'importance critique en santé humaine, céphalosporine, carbapénème et donc vous pouvez retrouver en fait ces résultats dans les bilans des plans de surveillance et plans de contrôle édités par la DGL. Alors là, l'infographie date de 2018 parce que le bilan 2019 n'est pas encore sorti, mais je crois que ça va sortir bientôt. Donc ça, c'est les données pour la France. Ces données pour la France sont également disponibles dans les rapports édités par les rapports conjoints édités par l'EFSA et le CDC.
qui rassemble donc les données de tous les États membres. Celui de 2019 n'est pas encore accessible, mais sera sans doute au premier semestre 2021. C'est pour ça que je ne peux pas vous présenter pour l'instant une comparaison entre la France et les autres membres. Alors, ces données de surveillance peuvent être également analysées avec les données d'usage et dans un article qui va bientôt paraître, on peut voir que la diminution de l'usage des céphalosporines dans la production porcine en France, comme vous l'avez montré Delphine précédemment, eh bien, s'accompagne donc d'une diminution de la résistance aux céphalosporines chez Escherichia coli, aussi bien à l'abattoir que chez les pathogènes. Alors, cette corrélation entre diminution d'usage et diminution de résistance n'est pas toujours évidente, puisque la diminution de l'usage des fluoroquinolones, donc observée dans la filière volaille et dans la filière porcine, comme vous l'a montré Delphine précédemment, ne se manifeste pas par une diminution simultanée des pourcentages de résistance aux fluoroquinolones chez les E. coli et les campylobactères. Donc à retenir sur ces plans de surveillance 2019, donc il faudra donc vérifier que l'augmentation de la résistance à l'ampicilline et aux fluoroquinolones observées chez les E. coli isolés chez le porc n'augmente pas plus. Donc on sera amené aussi à confirmer la diminution, les tendances observées chez le veau et la diminution de la C3GR, des C3GR. À suivre, en janvier 2021, en fait, on change de décision européenne. Et dans cette décision, les bactéries cibles donc, seront isolées à partir du même prélèvement, c'est-à-dire les prélèvements de CK à l'abattoir. Donc les prélèvements sur les carcasses pour les salmonelles ne seront plus effectués à partir de cette matrice. On surveillera les campylobactères jejuniae ou campylobactères coli dans toutes les filières, alors que précédemment, jusqu'à maintenant, cette surveillance était uniquement dans la filière volaille. Et une nouveauté, donc, c'est qu'on va surveiller la sensibilité aux antibiotiques des souches, donc E. coli, alors je me suis trompée, c'est pas BLSE, mais E. coli résistante aux céphalosporines de 3e génération, et les salmonelles isolées à partir des viandes, donc au poste de frontalier. Donc voilà, je voudrais terminer par remercier en fait tous les acteurs de la surveillance, et notamment donc la DGL, les services déconcentrés, les laboratoires agréés, les laboratoires de l'ANSES, Fougères, Lyon et Ploufragan, qui participent donc à générer les données, à analyser ces données, à transférer ces données et à les publier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci Agnès. Désolé pour ces petits problèmes de son. J'ai regardé un petit peu donc les questions qui se groupent parfois en petits paquets de questions. On va en prendre pas trop non plus parce qu'on est un petit peu en retard par rapport au programme. Il y avait des questions sur la volaille, mais là en fait c'est parce que ça a dû être mal compris peut-être au début de la présentation, y compris pour peut-être des questions de son. Mais la volaille c'est une année sur deux, hein, comme elle l'a très bien expliqué. Donc c'est pas cette année-là, c'est porc et bovin. En ce moment, il y a une question sur les antibiotiques testés et le fait qu'on teste le chloramphénicol, par exemple, qui est interdit, et effectivement, c'est interdit en élevage. On teste le méropenem, qui est évidemment une carbapédème qui n'est pas utilisée dans les filières d'élevage. Et donc, si tu avais un commentaire par rapport à ça, qui correspond à des antibiotiques qui sont testés aussi pour détecter des résistances à des classes complètes, par exemple pour les
picolé ou dans une approche croisée homme animal, hein, mais ça ne préjuge pas évidemment forcément de l'usage de ces antibiotiques et effectivement on confirme que les carbapenem et le chloramphénicol sont interdits en élevage. Je sais pas si tu as un... Oui, effectivement. En fait, le chloramphénicol, on suit cet antibiotique, c'est plus un marqueur en fait de l'antibiorésistance. Et il est souvent associé à d'autres résistances, donc c'est pour voir l'évolution des co-résistances. Pour les carbapenem, effectivement, elles ne sont pas utilisées en élevage, mais ça permet de regarder s'il y a une apparition en fait de résistance chez les souches isolées chez l'animal et qui pourrait être justement un risque pour le consommateur. Alors, il y a des questions sur un petit peu les espèces qui sont pas regardées. Je vois une question sur l'aquaculture par exemple. En fait, ces plans de surveillance européens sont extrêmement cadrés par la réglementation et il y a certaines espèces d'animaux et certains sous-secteurs au sein des espèces animales qui sont surveillés et les poissons ne font pas partie de la liste. Voilà, donc c'est vraiment une surveillance réglementaire très cadrée et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de données de cette nature-là pour l'aquaculture. Bon, ben je pense qu'on va passer à la présentation suivante parce que le temps avance aussi. Merci beaucoup Agnès pour ces données à l'abattoir et dans les viandes et puis dans les filières porc et bovins. Et donc je vais poursuivre pour fermer ce premier temps là sur les données de surveillance par les données du Résapat. Est-ce que... Voilà. Alors, partir aux présentations. Donc, la surveillance par le Résapat. Donc, le Résapat, c'est un dispositif que vous connaissez bien maintenant. C'est un réseau de surveillance de l'antibiorésistance dans les situations cliniques. C'est un dispositif qui est très miroir de ce qui se fait en médecine humaine, puisqu'en médecine humaine, vous savez que l'essentiel de l'antibiorésistance, enfin des données d'antibiorésistance sont récoltées dans le cadre clinique, soit à l'hôpital, soit en ville. Et donc ici, on a le pendant chez l'animal, puisque ce sont des bactéries qui sont isolées des infections animales. C'est un réseau très ancien, hein, qui a 38 ans aujourd'hui, qui est fondé sur l'activité de routine des vétérinaires, qui font réaliser des antibiogrammes dans les laboratoires vétérinaires, dans les différentes espèces d'animaux pour lesquelles il y a des infections et pour lesquelles ils souhaitent un renseignement sur la sensibilité et la résistance des bactéries responsables de ces infections. Donc vous voyez ici que le Résapat couvre largement la plupart des espèces animales, en tout cas les espèces les plus importantes, tant les animaux de compagnie que les animaux de rente, et également un certain nombre d'animaux qui sont classés dans la catégorie autres, où l'on retrouve les nouveaux animaux de compagnie, tels que les serpents, les rongeurs de compagnie, etc., les animaux sauvages en captivité, comme les animaux de zoo, ou issus de centres de soins, et je vous montrerai un exemple d'information importante en termes de surveillance de l'antibiorésistance à partir d'animaux issus de centres de soins. Alors, évidemment, le focus sur les antibiotiques d'importance critique pour l'homme est important. Il est suivi tout particulièrement en cas du Résapat, même si l'ambition du Résapat, c'est réellement de donner un chiffre pour une combinaison de 4 variables qui sont la bactérie, l'antibiotique, l'infection, l'espèce animale et le type d'infection. Voilà. Mais évidemment, il y a des focus particuliers qui sont sur des couples bactéries-antibiotiques dans ces espèces d'animaux et ces infections, qui sont davantage mises en lumière, et ça concerne les antibiotiques d'importance critique pour l'homme. Donc, vous voyez ici les tendances pour les céphalosporines, hein, de dernière génération. On voit très clairement qu'il y a un resserrement. Il n'y a pas de son, il y a trop de son. Bon, j'espère que vous m'entendez. Là, pour le coup, j'ai la maîtrise sur mon son, mais a priori, je pense que ça doit être OK. Donc, vous voyez qu'il y a un resserrement
vraiment encore une baisse et puis un resserrement des proportions de résistance d'Escherichia coli, qui est la principale bactérie que l'on collecte et pour laquelle on peut donner vraiment des tendances significatives sur la résistance au C3G. Et vous voyez qu'on a exactement les mêmes tendances, même si les profils sont un petit peu différents dans la typologie, j'allais dire, de la baisse au cours des années, hein, puisqu'on est parti à la fois de plus haut probablement pour les fluoroquinolones et on arrive un petit peu plus haut aussi, mais vous voyez qu'on est inférieur à 8% pour ce taux-là, avec un resserrement qui est tout à fait analogue au C3G et C4G. Donc, on voit bien qu'on est là aussi dans des confirmations de tendance extrêmement positives sur la résistance des entérobactéries, et notamment Escherichia coli, aux antibiotiques d'importance critique. Alors, cette diapo, elle a pour but de vous montrer que les choses sont compliquées. Hein, vous le savez, c'est pas si simple de s'arrêter à une espèce animale, et c'est extrêmement important d'aller dans le détail. Vous voyez que pour une même espèce animale, hein, pour l'espèce bovine, en fonction des âges et des types de production, vous avez ici le veau par rapport à la vache laitière, vous n'avez pas la même contribution de chacune des productions à la résistance. Et notamment, on voit bien ici, c'est la courbe en rouge pour les veaux, que finalement, ce sont les veaux qui contribuent le plus à la résistance aux antibiotiques d'importance critique parmi les bovins que les vaches laitières. Et donc, ça nous permet ensuite de travailler avec ces secteurs, et notamment le secteur de boucherie a mis énormément d'efforts qui sont à saluer d'ailleurs dans la prise en compte de cette problématique. Et vous voyez bien très bien que y compris dans le de boucherie, hein, c'est la courbe de droite enfin les deux courbes qui montrent ce resserrement, mais on voit très bien que la bleue et la rouge se suivent, c'est-à-dire que la contribution à la résistance des bovins reste toujours majoritairement portée par le veau. Alors, ce qui est important aussi, c'est de suivre la résistance aux autres antibiotiques, bien sûr. Là, les situations sont plus contrastées, c'est-à-dire que vous avez à gauche les volailles, où vous voyez bien que jusqu'en 2014, il y a eu une forte baisse, en tout cas pour certains antibiotiques, et après, on a plutôt un plateau descendant, on va dire, et puis pour les porcs et les bovins, on a une baisse un peu moins forte, et une forme de stabilité pour les autres antibiotiques chez les bovins, vraiment. Donc, ça veut dire qu'il y a encore probablement des efforts possibles, des marges à atteindre, hein, des résultats probablement encore à obtenir, mais très clairement, par exemple, chez le veau, Escherichia coli est encore résistant à 80% à l'amoxicilline, par exemple. Donc on voit bien que ce sont encore des points sur lesquels il faudra continuer à poursuivre les efforts. Dans ce rapport, vous verrez aussi qu'on aborde la multirésistance, c'est extrêmement important la multirésistance. On parlait tout à l'heure de différents types d'antibiotiques que l'on teste, et effectivement une bactérie est souvent résistante à plusieurs antibiotiques. Et là encore, si on regarde la comparaison entre les veaux et les vaches adultes, vous voyez que le niveau de multirésistance des souches est très différent. Par exemple, chez les veaux, si vous faites la somme du carré violet, bleu et orange en haut, ben finalement, vous avez 20% des souches qui restent multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à au moins 3 antibiotiques. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte aussi dans les politiques que l'on peut mettre en œuvre secteur par secteur sur l'usage des antibiotiques. Alors la colistine est un sujet important puisqu'il a été mis en lumière fin 2015-2016 par la mise en évidence de gènes de résistance transmissibles. Hein. Et vous voyez que depuis 15 ans, la résistance à la colistine est suivie, hein, dans le cadre du Résapat, bien avant cet événement de 2015. Et vous voyez très clairement que depuis 15 ans, la proportion des souches qui sont sensibles à la colistine ne cesse d'augmenter. Jusqu'à, ici je vous ai montré l'exemple des poulets, vous voyez que la proportion des souches qui sont sensibles à la colistine est vraiment quasi complète, quoi. Voilà, donc d'ailleurs c'est très confirmé sur le terrain aussi. Les praticiens ont beaucoup de mal à trouver la colistine aujourd'hui. Il y a une politique à la fois d'exposition des animaux et puis qui se traduit en termes de résistance dans les bactéries animales, de chute vraiment complète de résistance à la colistine. Alors ça, c'est un point extrêmement important pour nous. C'est un projet qui est porté par Géraldine Cazot dans l'équipe Résapat
et qui a pour objectif de mettre en accès les données du Resapat de façon beaucoup plus interactive et notamment pour les praticiens qui peuvent avoir besoin de cliquer, de savoir quel est le chiffre national, on va dire, de résistance qu'on a pour une bactérie donnée, un antibiotique donné, dans une filière donnée et dans un type d'infection. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'année dernière, je l'avais dit lors d'une présentation au ministère que on était sur cette voie-là. Cette année, on peut vous donner un site sur lequel vous pouvez aller. L'amélioration complète du dispositif sera d'étendre à l'ensemble des filières, puisque comme vous le voyez dans cette diapositive, ça sera étendu aux porcs, aux volailles, aux lapins et aux poissons que l'année prochaine, pour des raisons de fusion de bases de données. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de mettre en accès large les données du Resapat telles qu'elles sont aujourd'hui accessibles dans le rapport ou sur le site. Alors, vous savez aussi que la surveillance de l'antibiorésistance ne peut pas accéder à tous les messages si on en reste au phénotype, et donc c'est important d'avoir une surveillance moléculaire et maintenant de plus en plus génomique pour savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de certains types de résistance, notamment la résistance à la méticilline. Il ne suffit pas de regarder un antibiogramme pour savoir de quoi on parle, mais il faut aller beaucoup plus loin, et c'est extrêmement important. Ça permet de savoir que les staphylocoques dorés résistants à la méticilline chez l'animal sont très peu fréquents, en tout cas en France. On est à peu près à 2% chez les animaux de compagnie. Mais par contre, on a d'autres sujets qui est important de regarder, notamment dans le staph pseudo-intermédius, qui est un peu le staph doré de l'homme, mais transposé chez l'animal de compagnie, où vous avez quand même des résistances à la méticilline à des niveaux de 15 à 20%. Et qui sont une des questions qu'on continue à travailler pour réduire cette prévalence-là. Il y a certains clones, comme chez l'homme pour le staphylocoque doré, qui sont dominants et qui circulent chez les animaux. Les infections nosocomiales sont aussi un point extrêmement important. C'est des travaux qu'on fait avec d'approfondissement avec certains laboratoires du Resapat. On a plusieurs fois présenté ce sujet-là. Ça, c'est un exemple encore cette année où dans une clinique vétérinaire, on avait des infections récurrentes à Serratia. Vous savez que Serratia, c'est une bactérie qui est naturellement résistante à un certain nombre d'antibiotiques de façon intrinsèque, et qui était également résistante à la chlorhexidine avec des concentrations minimales inhibitrices de 128 mg par litre. Donc voilà, c'était quand même important. Et en fait, il a été montré que la source était commune, c'était des compresses qui étaient dans des solutions mères de chlorhexidine, et qui était devenue résistante à Serratia, à la chlorhexidine. Donc, vous voyez, et qui était responsable de ces infections récurrentes. Donc, c'est extrêmement important de suivre ça, parce que ce sont des messages importants pour la profession et qui doivent prendre en compte dans l'usage, comme en médecine hospitalière, dans l'usage des antibiotiques. Je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu de faune sauvage, mais dans le cadre d'animaux qui peuvent être traités aux antibiotiques, ils le sont d'ailleurs, et puis qui sont aussi hospitalisés. C'est dans le cadre d'un centre de soins où ces animaux sont tous amenés, hospitalisés et soignés et relâchés, et où on s'attendait à avoir une prévalence de colonisation par les Escherichia coli BLSE qui soit plutôt qui témoigne plutôt de la colonisation sauvage, et donc qui soit extrêmement faible. Et on a été surpris de voir que 25% des animaux étaient colonisés, et en fait ça ne traduit que une forme de circulation extrêmement active des clones résistants et des plasmides au sein de ce centre de soins. Donc ce sont aussi des points importants qui sont déduits de ces éléments de surveillance pour ensuite être traduits dans le cadre des messages auprès des professionnels et de l'ensemble des acteurs sur les pratiques, pas uniquement antibiothérapie, puisque là il y en a évidemment, mais aussi les pratiques d'hygiène et de conduite dans les centres où on a des concentrations d'animaux qui sont traités aux antibiotiques. Les carbapénèmes sont une question intéressante, importante, parce que là aussi, soyons clairs, on avait une question sur le méropénème tout à l'heure. Les carbapénèmes sont interdits d'usage en médecine vétérinaire. Pour autant, on voit apparaître des résistances aux carbapénèmes qu'on explique à ce stade. Enfin, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on a une sorte de débordement du réservoir humain, mais on a régulièrement des résistances aux carbapénèmes qui peuvent être liées à des
des carbapenemas qui peuvent être transmissibles, mais également à des évolutions. Je pense par exemple au travail qu'on a fait avec le centre de référence sur les pseudomonas, où là on a d'autres mécanismes qui signent plutôt probablement des résistances acquises, certes de bas niveau carbapenem, mais par des traitements vétérinaires qui peuvent modifier les mécanismes de résistance, enfin amplifier les mécanismes de résistance de cette bactérie. Mais c'est un sujet qui montre bien le fait que l'on doive absolument travailler en permanence, de façon synchrone, entre le secteur humain et le secteur animal, pour être affûté à l'alerte, en alerte, je veux dire, sur les événements de résistance qui peuvent passer d'un secteur à l'autre et l'ampleur qu'ils peuvent avoir dans le secteur d'à côté, même si l'usage n'est pas présent, parce que par le biais d'éco-sélection, par le transfert des bactéries, des plasmides et les contacts hommes animaux, on peut très bien amplifier un phénomène dans un secteur, même s'il n'a pas vraiment été sélectionné dans celui-là. Et puis pour terminer, je voudrais rappeler quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qui est de l'ordre de l'amélioration des dispositifs de surveillance sur l'antibiorésistance en médecine vétérinaire. Vous avez vu qu'il existe une surveillance harmonisée pour ce qui est de la chaîne alimentaire et à l'abattoir, pilotée par l'EFSA en Europe. Il n'existe pas du tout la même chose pour la médecine vétérinaire. Et le RESAPAT est l'un des rares systèmes qui existent avec ce niveau d'organisation en Europe, et nous avons proposé, et ça s'est fait dans le cadre de l'action conjointe EU-JAMRAI, que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr, et qui vient de s'achever en fin 2020, là, enfin qui est en cours d'achèvement, et où l'ambition est d'essayer de construire un système de surveillance avec des harmonisations, des protocoles, des cibles, des antibiotiques, etc., mais à partir de la surveillance clinique, c'est-à-dire à partir des infections animales. Et donc, on poursuit dans cette voie-là. C'est un travail qui a été porté par Rodolphe Mader chez nous et qui, on l'espère, pourra être poursuivi dans le cadre des politiques publiques et de la synergie qui peut être attendue des politiques publiques en Europe. Voilà, je souhaiterais donc terminer par remercier évidemment les acteurs principaux de ce réseau, qui sont les laboratoires. Merci beaucoup à eux, ils sont extrêmement engagés, extrêmement impliqués pour également rendre des données qui soient d'un niveau de fiabilité extrêmement élevé et suffisant pour qu'on puisse fonder raisonnablement et avec rigueur des estimations de tendance. Donc merci à eux. Et puis bien sûr, merci à l'ensemble des équipes qui travaillent autour d'eux. Merci à l'ensemble de l'équipe du RESAPAT qui sont répartis sur les deux laboratoires de Lyon et de Ploufragan. Et puis merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de rattraper un petit peu le temps, mais je suis prêt aussi pour les questions que je vais lire rapidement dans le chat. Alors, est-ce que la colonisation de BLSE dans la faune sauvage est évaluée à l'admission après avoir séjourné dans le centre de soins? Oui, effectivement, elle a été, en fait, ça a été un peu les deux, mais ça a été surtout après dans le centre de soins. C'est ça qui nous a montré qu'il y avait un effet cumulatif. Non, il n'existe pas pour les désinfectants. Si la question, c'est un système équivalent de surveillance pour la sensibilité des bactéries vis-à-vis des désinfectants. Donc, effectivement, ça peut faire partie des pistes. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans l'environnement et il y a beaucoup aussi à faire sur les autres familles de molécules que les antibiotiques. Est-ce que les résistances humaines se transmettent aux animaux? Bah oui, ça, il y a plusieurs exemples, effectivement. Tout se transmet à tout avec certaines limites, j'allais dire, mais effectivement, il y a des exemples de transmission dans les deux sens, et c'est extrêmement important de le prendre en compte. Il ne faut pas mélanger transmission et impact, c'est-à-dire qu'on peut avoir des transmissions réelles, bien sûr, sans forcément qu'on ait un impact
majeur d'un secteur sur l'autre. Je peux prendre l'exemple du SARM, par exemple, qui était identifié au début des années 2000 aux Pays-Bas et au Danemark, où les Danois et les Néerlandais ont eu peur que le SARM porcin envahisse les hôpitaux. Et aujourd'hui, lorsqu'on discute avec par exemple le centre de référence national de référence des staphylocoques, qui est à Lyon, qu'on connaît très bien, et lorsqu'on leur demande quelle est la proportion des SARM dits porcins dans l'épidémiologie des SARM humains, on voit très bien que ils sont quasi inexistants. Donc le fait que ça puisse se transmettre et que ça soit une réalité scientifique, c'est un fait. Le fait que ça a un impact épidémiologique majeur, c'est une autre question. Bon, bah écoutez, je vais peut-être. Alors, il y a énormément de questions, donc dans l'ensemble des présentations, on essaiera de pouvoir, d'y répondre si on peut le faire après le webinaire ou dans d'autres contextes. Donc, je pense que je vais clore ici et puis je vais vous remercier déjà pour cette première partie. Et donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie du webinaire, qui est la présentation d'un avis de l'ANSES, et c'est un point extrêmement important pour nous. D'abord, c'est pas si fréquent que la restitution d'un avis soit synchrone avec un événement dans la même thématique, et donc c'est le cas, et ça c'est vraiment extrêmement bien. Et puis ça illustre bien l'importance du concept One Health et de le prendre en compte au-delà, ce que disait Roger Genet, des disciplines plus cliniques et de la chaîne alimentaire, mais d'étendre ce concept et de voir les données dont on dispose et où sont les trous, où sont les besoins de surveillance et de recherche. Donc j'ai vraiment un grand plaisir de laisser la parole à Morgane Bachelot et à Didier Hoquet. Morgane qui était la coordinatrice du groupe de travail qui a mené ce travail, et Didier Hoquet qui était le président de ce groupe de travail. Ça permet également de mettre en lumière ce travail extrêmement important, hein, de 2 ans de travail pour l'ensemble des experts, et donc c'est un grand plaisir que je repasse la parole. Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, nous aussi, on a un grand plaisir à vous présenter aujourd'hui les résultats de cette expertise de l'ANSES sur l'antibiorésistance et environnement, donc qui a été menée par un groupe de travail et qui traite plus spécifiquement de l'état et des causes possibles de la contamination des milieux en France par les antibiotiques et par les bactéries résistantes aux antibiotiques et supports génétiques de la résistance. Donc, comme Jean-Yves vous l'a dit, il s'agit d'une expertise collective donc qui se base sur les données existantes, principalement publiées, mais également des données non publiées donc sur ce sujet. Plus spécifiquement, les questions qui ont été traitées donc, portaient sur l'identification des mécanismes sous-jacents à l'émergence et à la persistance de l'antibiorésistance dans l'environnement, à la contamination, donc s'intéresser à la contamination de l'environnement en France pour les antibiotiques d'une part, mais également donc, sur le volet antibiotique sur les bactéries résistantes aux antibiotiques, en ciblant plus spécifiquement les bactéries pathogènes pour l'homme, y compris bactéries pathogènes opportunistes, donc pour lesquelles on utilise l'acronyme BRA, et les gènes de résistance aux antibiotiques et gènes associés, donc, pour lesquels on utilise l'acronyme GRA. Enfin, on a fini en étudiant l'impact potentiel de ces sélecteurs sur l'antibiorésistance dans l'environnement. Et lorsqu'on considère l'environnement, donc dans le cadre de ce travail, on s'est plus spécifiquement intéressé au milieu aquatique et au milieu terrestre, avec leurs différents sous-compartiments, ainsi qu'à leurs sources de contamination. Et par là, on entend ce qui rentre dans le milieu aquatique ou terrestre. Donc vraiment, par exemple, les eaux usées traitées, on va vous parler aujourd'hui surtout des eaux usées traitées, des produits résidus organiques, donc qui sont les produits épandus sur les sols, donc les boues de stations d'épuration ou les effluents d'élevage, qui peuvent être traités ou non. Là, bonjour à tous, je vais reprendre la parole sur la partie microbiologique. Donc là, vous savez que la croissance des bactéries est inhibée par des concentrations dont la plus faible est appelée concentration minimale inhibitrice, qui est représentée en rouge sur ce schéma. Mais on sait aussi qu'il y a une vie en dessous de cette concentration et que les bactéries peuvent modifier leur comportement en présence de
concentration plus faible, appelée concentration subinhibitrice. Et sur ce graphique, qui représente les conséquences in vitro d'une incubation d'une bactérie majeure, donc Escherichia coli, avec différentes concentrations de ciprofloxacine, une fluoroquinolone, on voit que les concentrations très faibles, plus faibles que la CMI, favorisent les mutants existants ou sélectionnent des nouveaux mutants et favorisent également les transferts de gènes, mais plus généralement favorisent la mutagénèse. Et en général, une bactérie résistante est résistante à plusieurs familles d'antibiotiques et quelquefois à des éléments traces métalliques ou des biocides, ce qui implique qu'elle peut être sélectionnée par des molécules auxquelles elle est résistante, par toutes les molécules auxquelles elle est résistante. Et ce phénomène s'appelle la co-sélection. Et c'est une des raisons pour laquelle la résistance au chloramphénicol, qui n'est pas utilisée, peut être sélectionnée. Donc, au sein d'une population ou d'une communauté bactérienne, les bactéries peuvent s'organiser et coopérer pour résister à l'action d'un antibiotique, notamment en formant des biofilms ou en laissant produire des enzymes de résistance par une sous-population bactérienne qui profite à l'ensemble de la communauté. Et également, la communauté peut enrichir globalement son patrimoine de gènes de résistance. On a peu de données sur les survies des gènes de résistance ou des bactéries de résistance dans l'environnement, des bras dans l'environnement, pardon, mais on sait que les niches écologiques sont globalement peu favorables aux invasions par les bactéries polluantes alloctones. Et comme nous l'avons vu précédemment, la contamination des environnements par les antibiotiques, par les métaux et par les biocides peut favoriser la persistance des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, je redonne la main à Morgane. Alors, si on passe maintenant au volet contamination de l'environnement par les antibiotiques. On a essayé de se baser sur l'ensemble des données disponibles sur la France, donc métropole et Drôme, afin de dresser donc une image de la contamination par les antibiotiques, donc des compartiments aquatiques et terrestres et de leurs sources de contamination. Toutefois, les connaissances restent partielles puisque certaines classes d'antibiotiques ne sont que très peu couvertes et certains compartiments également sont assez peu documentés puisque plus de la moitié de nos données, par exemple, concernent les eaux de surface et la phase dissolution de ces eaux de surface. On peut toutefois en tirer un certain nombre d'enseignements. Déjà à noter que les concentrations dans l'environnement en France sont relativement faibles comparativement à d'autres pays à l'international et que cette contamination est d'origine anthropique. À noter également, c'est que l'importance de la persistance des antibiotiques sur la contamination dans l'environnement, qui pondère très fortement la consommation. En effet, les antibiotiques les plus persistants sont ceux qui sont les plus fréquemment quantifiés dans l'environnement, à savoir les quinolones, les fluoroquinolones, les macrolides et les sulfamides. Et à l'inverse, les antibiotiques fréquemment consommés, comme les pénicillines par exemple, ne sont que très rarement quantifiés, ce qui s'explique par le fait que c'est des antibiotiques qui sont assez facilement dégradables. Si on fait un focus un peu plus particulier sur le milieu aquatique, vous avez ici des concentrations en 6 antibiotiques, donc de classes pharmacologiques différentes, pour les eaux usées traitées, les eaux de surface et les eaux souterraines. Et ce qu'on observe, c'est qu'on retrouve des antibiotiques dans la totalité des eaux usées traitées. Oh, pardon, excusez-moi, je cherchais mon pointeur. Donc, ils sont représentés ici. Et du coup, dans l'environnement, ces concentrations les plus importantes qu'on va retrouver dans les eaux de surface, par exemple, sont mesurées à l'aval direct des rejets et décroissent ensuite à mesure que l'on s'éloigne de la proximité de ces rejets, ce qui s'explique par la dilution dans le milieu, déjà, et ensuite par la dégradation, également l'absorption sur les sédiments, par exemple, ou les biofilms de rivière. Concernant les eaux de surface, les fréquences de quantification sont très faibles, à l'exception donc du sulfaméthoxazole, pour lesquels on a des quantifications qui sont un petit peu plus importantes. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce milieu aquatique, c'est que la source principale de contamination, c'est vraiment le rejet de stations d'épuration, avec, pour certains antibiotiques, un apport qui est quand même significatif par la contamination diffuse, donc l'infiltration ou le ruissellement d'eau à partir de sols amendés, par exemple. Pour ce qui concerne le milieu terrestre, donc nous avons ici donc les mêmes 6 antibiotiques
pour des pros, donc les sources de contamination, des pros qui sont des bouts de stations d'épuration ici, et ici des pros d'origine donc d'élevage solide, et enfin la contamination ici dans les sols, pour ces 3 derniers. À noter sur ce point, c'est que les concentrations, les données pour les sols sont beaucoup plus parcellaires que pour le milieu aquatique et ne concernent quasiment qu'exclusivement des sols agricoles amendés par des pros. On peut toutefois retenir sur la contamination donc des sols par ces antibiotiques, c'est qu'elles sont fortement liées aux amendements qui sont effectués, avec des quantifications qui vont dépendre de la périodicité de ces amendements, du type d'amendement utilisé, s'ils ont été traités ou pas, de leur origine. Et enfin, ça dépend, la mobilité ensuite des antibiotiques dans les sols est fortement impactée par le travail du sol et également par le délai entre l'épandage et un événement pluvieux. Didier, je te repasse la parole. Donc, merci. Je vais parler de la contamination de l'environnement par les bactéries résistantes aux antibiotiques et par les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, à partir des études les plus informatives et comparables, il y en avait assez peu, c'est-à-dire celles portant sur Escherichia coli ou sur les entérocoques, on a pu conclure que les bactéries résistantes ou les gènes de résistance aux antibiotiques contaminaient tous les milieux récepteurs, mais notamment ceux représentés en bleu et en rouge sur la carte de France ici, avec des concentrations qui dépendent des quantités apportées, mais également de la résilience des milieux. Et d'autre part, on a vu que les résultats montraient que si Escherichia coli totale, donc les bactéries totales sensibles plus résistantes, survivaient mal, les Escherichia coli résistants survivent encore plus difficilement. Et en raison de la stabilité de l'ADN, les gènes de résistance persistent plus longtemps dans l'environnement que les bactéries qui les portent. Donc la diapo suivante. Donc la principale source de contamination des eaux de surface sont les rejets de stations d'épuration. Les stations d'épuration traitent les rejets hospitaliers, domestiques et industriels. Et les mesures ont montré que les rejets hospitaliers sont plus concentrés en gènes de résistance aux antibiotiques que les rejets domestiques, ça on pouvait l'attendre, et que globalement les stations d'épuration réduisaient de 2 logs, c'est-à-dire de 99%, la charge bactérienne, sans différence notable entre les bactéries sensibles et résistantes. Et à côté de des sources de contamination des eaux de surface, la principale source de contamination des sols est l'épandage de produits résiduaires organiques, comme l'a dit Morgane tout à l'heure. Donc ici encore, les gènes de résistance et les bactéries résistantes sont toujours présentes dans les pros traités à des concentrations qui dépendent des espèces bactériennes, des gènes de résistance et des traitements subis par ces produits résiduaires organiques. Mais globalement, les traitements des eaux usées et des pros et les traitements des pros réduisent les concentrations des bactéries résistantes dans les mêmes proportions que les bactéries sensibles, sans toutefois les supprimer. La très grande majorité des bactéries d'origine fécale résistantes aux antibiotiques retrouvées dans les milieux aquatiques proviennent des sources anthropiques. C'est une évidence. Que ce soit donc d'abord les rejets de stations d'épuration qui sont continus et localisés, d'accord, et ces rejets sont alimentés par des eaux usées en fonctionnement normal. Mais il faut savoir que les stations d'épuration peuvent être chintées lors de fortes pluies qui sont directement envoyées dans les eaux de surface par les déversoirs d'orage. Et à côté de ces sources localisées, les milieux aquatiques peuvent être contaminés par des sources diffuses qui sont liées au ruissellement à partir des champs amendés par les produits résiduaires organiques. Donc à partir des points d'émission, on observe une réduction des concentrations des bactéries d'origine fécale tout le long du continuum, dans les rivières notamment, avec une réduction plus importante des bactéries résistantes par rapport aux bactéries sensibles. Donc ce phénomène de résilience n'est plus observé dans les zones soumises à des rejets continus et importants de bactéries résistantes et de gènes de résistance aux antibiotiques. Donc il y a très peu d'études sur les milieux terrestres, il y a très peu d'études sur l'état des contaminations des sols par les bactéries résistantes et par les gènes de résistance aux antibiotiques en France.
Donc l'essentiel des travaux évalue certaines pratiques agricoles sur la dissémination de la résistance. Il en ressort généralement que les sols agricoles et forestiers testés contenaient tous des bactéries résistantes et des gènes de résistance aux antibiotiques, et que la présence d'Escherichia coli producteurs de BLSE, donc résistants aux céphalosporines de troisième génération, était due à l'épandage de fumier de bovins ou au pâturage de bovins, majoritairement. Et concernant la persistance des gènes de résistance dans les sols amendés, son évaluation est très très complexe, avec des résultats extrêmement divers, mais les quelques études disponibles montrent que la concentration des gènes de résistance ne revenait pas systématiquement à sa valeur de base à l'arrêt de l'amendement, et que la persistance des gènes de résistance dans les sols épandus dépend de très nombreux paramètres. C'est très complexe à évaluer, notamment le climat, est-ce qu'il a plu ou pas, la topologie et la nature des sols, mais aussi et surtout la fréquence et la nature des produits résiduaires organiques épandus. Donc je repasse la parole à Morgane. Une fois ce bilan de la contamination de l'environnement qui a été fait, le GT s'est intéressé à l'impact potentiel des antibiotiques et des sélecteurs de manière générale sur l'antibioresistance dans l'environnement. Et pour commencer ce travail, la première étape qui a été faite, ça a été de comparer de manière très théorique les concentrations qui impliquent une réponse bactérienne de résistance, donc qui sont présentées ici pour la ciprofloxacine, donc que Didier vous a présenté tout à l'heure, avec les concentrations qui sont mesurées dans les matrices liquides de l'environnement. Donc vous avez ici les concentrations dans les eaux usées traitées, les eaux de surface et les eaux souterraines. Et cette comparaison a été faite donc pour l'antibiotique considéré, donc ici la ciprofloxacine en plus clair, et pour la somme des antibiotiques de la classe pharmacologique, donc en huré, ici la somme des fluoroquinolones. Alors bien sûr, cette comparaison présente un certain nombre d'incertitudes liées déjà aux données elles-mêmes, mais elle permet toutefois de fournir une indication sur les classes pharmacologiques qui seraient les plus susceptibles de favoriser la dissémination de l'antibiorésistance dans l'environnement. Et c'est ainsi donc qu'on a mis en évidence que les fluoroquinolones et les macrolides dans les eaux usées traitées et dans les rivières les plus contaminées peuvent atteindre des concentrations donc de l'ordre de celles qui pourraient favoriser la dissémination d'antibiorésistance. Ce qui n'est à l'inverse pas le cas pour les tétracyclines et les sulfamides. Je vous le disais, toutefois, ce travail est effectivement très théorique et concourt de nombreuses incertitudes liées aux données déjà en elles-mêmes qui sont parcellaires, mais également liées aux modalités de prise en compte de l'exposition bactérienne aux sélecteurs. Et dans un premier temps, par exemple, déjà, nous avons considéré les concentrations en antibiotiques dans l'environnement qui sont mesurées donc, sur la forme d'antibiotiques totales et qui ne tiennent pas compte de la biodisponibilité de l'antibiotique ni de sa bioaccessibilité et donc de la fraction du composé qui peut parvenir au contact de la bactérie ou même pénétrer dans la bactérie. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a dirigé le choix de ne travailler de faire cette comparaison que sur les matrices liquides, puisque c'est que les problématiques de bioaccessibilité et de biodisponibilité sont plus importantes dans les matrices solides, plus complexes. Et enfin, une deuxième notion qui est extrêmement importante et bien plus complexe encore probablement à prendre en compte, c'est la notion d'exposition réelle des bactéries qui vont n'être exposées qu'aux quelques micromètres qui les entourent, donc à leur micro-environnement direct. Et ces micro-environnements sont extrêmement variables, en particulier dans des matrices complexes comme le sol et les biofilms, qui sont pourtant les habitats privilégiés de ces bactéries. Et pour l'instant, on ne prend pas en compte et on ne sait pas prendre en compte, puisque même lorsqu'on travaille sur ces matrices biofilms en rivière, on va homogénéiser l'échantillon avant de pouvoir l'analyser. Donc c'est des limites et des points à avoir en tête pour la suite. En plus, et bien évidemment, c'est un grand classique pour la plupart des expertises, on a actuellement beaucoup de difficultés à prendre en compte les expositions en mélange. Donc là, on a essayé de prendre en compte les expositions à un mélange au sein d'une même classe pharmacologique, mais nous n'avons pas pris en compte les autres cosélecteurs qui pouvaient être présents, alors qu'on sait qu'ils peuvent favoriser l'antibiorésistance. Donc actuellement, on n'est pas en mesure d'évaluer l'impact potentiel de leur présence dans l'environnement. Je reprends la parole, merci Morgane. Donc les études qui ont estimé l'impact des sélecteurs sur l'antibiorésistance dans l'environnement montrent en général que la sélection des bactéries résistantes aux antibiotiques
en France notamment, et on peut étendre cette conclusion à la majeure partie des pays industrialisés. Cette sélection semble un mécanisme minoritaire dans la dissémination environnementale de l'antibiorésistance. En d'autres termes, ça veut dire qu'en France, les concentrations de sélecteurs ne sont pas suffisantes pour sélectionner des bactéries résistantes aux antibiotiques ou des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc cette conclusion découle du fait que les concentrations en bactéries ou en gènes de résistance aux antibiotiques sont très très bien corrélées à la contamination fécale. Donc je le répète encore ici, comme les gènes de résistance aux antibiotiques, aux biocides et aux éléments traces métalliques sont portés souvent par des mêmes structures génétiques, la résistance aux métaux et aux biocides est corrélée à la présence de gènes de résistance aux antibiotiques. Et en conditions de laboratoire, in vitro, il a été montré que les gènes de résistance aux antibiotiques pouvaient être transmis des bactéries, des souches bactériennes pathogènes aux espèces environnementales, et ceci sans coût métabolique, ce qui ferait des espèces environnementales une sorte de réservoir secondaire de gènes de résistance. Mais le transfert le plus préoccupant, le transfert de gènes de résistance le plus préoccupant, c'est celui qui se passe depuis les espèces bactériennes environnementales vers les espèces pathogènes cliniques, d'intérêt clinique. Donc on a vu que on sait maintenant que la communauté bactérienne environnementale, qui contient un nombre d'espèces incommensurables, regorge d'un immense répertoire de gènes de résistance, avec une très grande réserve de gènes de résistance, notamment de très nombreux gènes encore inconnus. Et le groupe de travail a identifié les conditions d'émergence d'une bactérie pathogène ou d'un clone pathogène porteur d'un nouveau gène de résistance, et les conditions sont schématisées sur ce dessin ici, avec au centre un hotspot, c'est-à-dire des conditions idéales d'émergence de nouveaux pathogènes résistants. Donc pour obtenir ce hotspot, il faut une forte concentration de gènes de résistance d'origine environnementale, donc une forte concentration de donneurs, conjuguée à une forte contamination par les espèces bactériennes pathogènes, donc des receveurs, en présence, ici, d'une forte concentration élevée et continue de sélecteurs, donc une sorte de catalyseur. Donc une fois qu'un gène de résistance environnementale est passé sur une espèce bactérienne pathogène, les pollutions d'origine anthropique, donc biocides, antibiotiques et métaux lourds, vont permettre la diversification et la dissémination de ce gène de résistance vers l'ensemble de la communauté bactérienne. Je repasse la parole à Morgane. Alors, on en arrive donc aux recommandations, mais avant de passer dans le dur de ces recommandations, le GT a tenu à rappeler que les conclusions qui étaient apportées ici, comme quoi les milieux semblaient quand même globalement en France en mesure de dissiper les apports anthropiques et d'être résilients vis-à-vis de cette contamination par les antibiotiques et par les draps et les gras. Cette conclusion était valable donc déjà pour la France, elle n'était pas forcément extrapolable pour l'ensemble de la situation mondiale, et avait été fait dans un contexte actuel. Ce qui me permet, et pourtant, certaines évolutions de la situation pourraient influencer sur cette résilience des milieux, et en particulier le changement climatique, l'augmentation des événements pluvieux extrêmes, l'augmentation des températures, diminution des débits des cours d'eau, par exemple, mais également des évolutions de pratiques, comme le développement de l'économie circulaire liée à l'eau, avec l'augmentation de la réutilisation des eaux usées traitées ou de la recharge de nappes, qui peuvent faire évoluer les voies de dissémination et les voies d'introduction donc des contaminants dans l'environnement, et éventuellement le rapatriement de l'industrie pharmaceutique sur le territoire national. Donc être vigilant sur ces constats est valable à l'heure actuelle pour la situation française, mais certaines évolutions à venir nous alertent sur la viabilité de nos conclusions à long terme. Donc maintenant, passons aux recommandations à proprement parler. Donc déjà, le premier volet des recommandations vise à améliorer le suivi de la contamination environnementale pour les antibiotiques et pour les bactéries et gènes de résistance. Ce volet s'adresse à l'ensemble de la communauté scientifique, y compris aux équipes de recherche. Et le premier point,
concerne donc le déploiement d'indicateurs. En effet, lorsqu'on a réalisé nos états de la contamination, on s'est heurté souvent à un problème de comparaison des données qui ne suivaient pas forcément les mêmes descripteurs d'intérêt. Pour cela, le GT propose que pour toutes les études soient suivis, donc ces indicateurs qui sont indiqués ici, en complément bien sûr des objectifs visés par l'étude, afin de disposer d'un point de comparaison entre les différentes études et pour un suivi temporel ensuite sur un même site. Donc pour les indicateurs de contamination par les antibiotiques, donc on vous propose donc la ciprofloxacine, 1 à 3 macrolides et 2 sulfamides. Et on propose également donc une bactérie résistante, donc E. coli résistant au C3G ou E. coli BLSE, et un gène de résistance, donc soit un soit SUL1. Les recommandations visent aussi la stratégie de l'échantillonnage en suggérant de privilégier les études qui favorisent donc la compréhension de la diffusion et du devenir spatio-temporel des antibiotiques et des bras et des gras sur des sites qui sont bien caractérisés et qui sont représentatifs du territoire français. Donc plutôt favoriser des études qui permettent une compréhension que des études ponctuelles uniquement descriptives d'une contamination à un moment T. Enfin, afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces résultats qui seraient produits par les équipes, y compris de recherche, donc le GT recommande de favoriser la mutualisation et de permettre une comparaison des données acquises par l'utilisation déjà de méthodes standardisées ou au moins harmonisées, que ce soit des méthodes d'analyse ou de prélèvement, par l'utilisation de réseaux pérennes d'analyse et aussi par la bancarisation des données, y compris des résultats négatifs, qui sont très informatifs mais qui sont difficiles à récolter, parce que c'est pas les équipes qui les ont produits. Merci, je reprends la parole donc pour poursuivre les recommandations du groupe de travail. Donc nous recommandons de consolider et d'approfondir les connaissances à propos des antibiotiques, notamment en mesurant les concentrations de plus de substances, notamment ce qui est souvent oublié, et ce qui est très difficile à mesurer, c'est les produits de dégradation des antibiotiques, mais également en explorant l'activité antibiotique de ces métabolites. Et on devrait également élargir le panel de matrices testées. Mais également, il faudra mieux connaître, mieux définir l'exposition réelle dans l'environnement des bactéries aux antibiotiques, notamment en tenant compte de la bioaccessibilité des molécules et la biodisponibilité de ces molécules. Donc on recommande bien sûr de poursuivre la mesure d'antibiotiques, de bactéries résistantes et de gènes de résistance dans les matrices déjà connues, mais également d'étendre ces mesures à d'autres milieux comme la pisciculture ou les eaux côtières. Et enfin, cette diapositive, le groupe de travail recommande l'exploration plus fine de la biologie de la résistance, notamment de l'expression des gènes de résistance dans l'environnement sous pression anthropique, dans des milieux souvent très complexes. Donc ce type d'expérimentation va générer des données massives, donc big data, qu'il faudra analyser grâce à des nouveaux modèles de calcul mathématiques. Donc également, le groupe de travail recommande l'étude des paramètres biologiques plus intimes qui favorisent la dissémination de l'antibiorésistance dans l'environnement. Par exemple, on devra déterminer dans l'avenir l'effet de concentration subinhibitrice de larges panels de sélecteurs. Alors, pas seulement les antibiotiques, mais antibiotiques, métaux lourds, biocides ou d'autres molécules qui sont actifs sur les bactéries, seules ou en mélange. C'est très complexe à faire. Les équipes de recherche et puis les projets devront également mieux connaître les mécanismes moléculaires de transfert de gènes de résistance et les conditions de ces transferts. Donc, dans notre rapport, nous recommandons la surveillance d'espèces bactériennes dites sentinelles, c'est-à-dire on a évoqué 4 ou 5 espèces dans le rapport, je vous invite à le lire. Ce sont les espèces ubiquitaires, pathogènes opportunistes, c'est-à-dire à l'interface entre l'environnement et la clinique. Et enfin, pour terminer, le GT recommande l'évaluation des capacités maximales de résilience des écosystèmes contaminés en continu pour, comme l'a dit Morgane, pour anticiper les évolutions à venir, notamment le développement de l'économie circulaire de l'eau et le réchauffement climatique.
Donc terminons ici. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les 15 membres du GT qui ont été extrêmement actifs pendant ces 2 années et demie de travail. Et nous sommes prêts avec Morgane Bachelot à répondre à vos questions. Merci. Alors Bien, ben merci beaucoup. Non, vas-y. Merci beaucoup à tous les deux. Ah ben non, c'est à vous maintenant de répondre aux questions. Est-ce que vous avez pu en voir certaines d'entre elles ou difficilement. J'ai vu une question intéressante sur la phagothérapie à grande échelle. La phagothérapie, c'est un truc très à la mode, mais qui se fait naturellement dans l'environnement. Les stations d'épuration et les eaux usées sont extrêmement riches en phage. Tu peux remonter ton micro un petit peu, ton micro. Ici, voilà. Très bien. Est-ce que tu m'entends mieux? Donc la phagothérapie, merci. La phagothérapie, je pense qu'elle se fait naturellement à grande échelle dans les eaux usées, puisque la meilleure manière de récupérer des phages, c'est d'aller les récupérer dans les stations d'épuration. Donc oui, elle se fait à grande échelle et naturellement. Alors moi j'avais vu qu'on avait également des questions sur le volet produits de transformation des antibiotiques. Alors bien évidemment, on s'est intéressé à cette question. Toutefois, les données existantes sont extrêmement parcellaires. C'est pour ça qu'on les a pas abordées aujourd'hui. Et ça fait partie effectivement des recommandations. On recommande d'acquérir des données sur ces produits de transformation. Effectivement, j'en profite pour signaler, c'est vrai qu'on vous présente plus de 2 ans et demi de travail en 20 minutes. On a dû aller condenser énormément les conclusions de l'expertise qui sont disponibles à partir d'aujourd'hui donc sur le site de l'ANSES si vous voulez plus de détails. Et j'ai vu également une question sur le fitness des bactéries. Décidément, je suis pas un pro je suis pas un ingénieur du son. Hein. Est-ce que là c'est mieux? Voilà, je vais faire comme ça. Ouais, très bien. Il y avait une question sur le fitness de la résistance. Effectivement, il est dit que la résistance aux antibiotiques s'accompagne d'une baisse d'un coût métabolique et d'une baisse de forme, de capacité à se multiplier chez les bactéries. Alors c'est vrai, mais rapide. C'est vrai pas pour pas pour toutes les résistances. Il y a certaines résistances notamment qui passent par la surproduction des flux membranaires qui sont extrêmement peu coûteuses pour les bactéries. Et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est les phénomènes d'accumulation de mutations compensatoires qui vont aller compenser ce coût métabolique pour redonner à la bactérie résistante son fitness initial. Sans mon micro, excusez-moi. On a travaillé de manière un peu plus détaillée l'impact des biocides ou des éléments traces métalliques, enfin, pour répondre à la question des autres co-sélecteurs. Alors avec un focus moins poussé que sur les antibiotiques, bien sûr. Mais on a peu de conclusions évidentes sur cette question actuellement, mais il y a plus de détails dans le rapport. Et je te renvoie peut-être la balle, Didier, on a une question qui nous demande s'il existe des bactéries non cultivables dans l'environnement. Je te remercie de me renvoyer cette question, Morgane. La réponse est oui, mais on ne sait pas combien. On sait très bien qu'on a pas mal de bactéries qui sont sous des formes VBNC, donc viables mais non cultivables en anglais. Elles sont très rares, leur concentration est très rarement estimée parce que c'est assez compliqué d'évaluer ça. Mais oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Elles sont sous une espèce de forme kystique de dormance dans l'environnement, mais elles peuvent retrouver, si les conditions se redeviennent normales, elles peuvent retrouver leur pleine croissance et leur pleine virulence. Bien, alors une petite dernière question, puis ensuite on passera aux conclusions. Je ne sais pas si vous avez repéré d'autres questions. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui tournaient autour de l'international. Hein. On voit bien qu'il y a une vision aussi, des aspects stratégiques. On parlait
production d'antibiotiques dans certains pays, dont on sait évidemment qu'elles sont complètement délocalisées dans certaines régions du monde. On parlait aussi je vois dans certaines questions de cahier des charges éventuels qui pourraient se réapproprier les recommandations qui sont faites. On parle aussi de surveillance à une échelle européenne. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais c'est vrai qu'en... Oui, il y a beaucoup à faire. Vas-y, Morgane, je te laisse la parole. C'est vrai que le champ de la saisine, l'état de la contamination pour nous était vraiment axé sur les données françaises. C'est pour ça qu'on est aussi focalisé sur les données françaises. Après, certaines de nos conclusions abordent quand même les problématiques internationales. Tout ce qui est données mécanistiques, c'est valable aussi pour l'international, et toutes les parties de devenir dans l'environnement, on a également essayé de prendre en compte l'ensemble des données à l'international. Et en termes de valorisation, c'est vrai que pour l'instant, on a une production qui est en français. Après, je crois que le groupe de travail envisage de publier un article sur le sujet qui permettrait une diffusion à l'international. Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on va clore là. Merci encore beaucoup, à la fois à vous deux, très précisément, et puis au travers de vous, l'ensemble des experts, des scientifiques qui ont travaillé dans le groupe de travail. C'est vraiment un travail extrêmement important. C'est un travail qui complète, comme le disait Roger Genet, le travail fait par le consortium, rendu l'année dernière, piloté par Anaïs Goulas, du consortium qui a répondu à l'appel à projet du commissariat général au développement durable. Et donc on voit bien que on a un socle aujourd'hui d'état des lieux, de connaissances et puis aussi de besoins qui sont des portes ouvertes pour l'avenir, pour prendre en compte de façon plus précise, plus opérationnelle aussi la question de l'antibiorésistance dans l'environnement. Donc bon, je suis à nouveau très heureux de vous avoir tous eu, même si c'est virtuellement et au nom de l'ensemble de l'ANSES comme audience à ce séminaire. Je crois qu'en termes de conclusion et perspective, on peut retenir quand même que les résultats de la surveillance montrent qu'on est encore dans une dynamique de progrès en termes d'usage des antibiotiques vétérinaires, donc de moindre usage, progrès dans les moindres usages et de moindre résistance. Donc on est toujours sur cette tendance-là. On voit aussi que l'essentiel des résultats ont été obtenus dans le cadre du plan EcoAntibio 1. On voit plutôt qu'EcoAntibio 2 confirme, renforce, mais on sent bien aussi qu'il va bien avoir un moment où on va tendre vers une forme d'asymptote, et où, si on prend en compte bien sûr la santé animale et la nécessité de soigner les animaux malades, l'usage des antibiotiques dans la médecine vétérinaire, même s'il est extrêmement contrôlé et restreint au strict nécessaire, est une composante évidemment du maintien de la santé animale et du bien-être des animaux. Donc ça veut dire que sur la longueur, bien évidemment, il y a d'autres composantes à prendre en compte pour que les systèmes d'élevage notamment aillent vers une mutation, des changements relativement profonds qui prennent en compte les attentes actuelles et les besoins de la société, et pas uniquement réduire les intrants médicamenteux, mais également continuer à travailler sur l'évolution des conduites d'élevage, sur la prise en compte du bien-être animal, etc. Donc c'est ce travail à long terme très global qui permettra d'être associé aux résultats très positifs encore obtenus par la médecine vétérinaire sur la moindre exposition des animaux aux antibiotiques. Voilà. Et puis vraiment, je pense que cette année, au-delà de ces résultats un peu transversaux sur les antibiotiques et la résistance, vraiment l'apport de cet avis me semble tout à fait essentiel et complémentaire, comme je le disais, des données qui ont été présentées l'année dernière, et ouvre la porte à une un meilleur travail opérationnel pour relier ce secteur environnemental, mieux comprendre ce secteur environnemental. Vous avez vu qu'il y avait énormément de besoins en matière de surveillance, mais également
pistes de recherche extrêmement claires et vastes, et donc ça ouvre le champ à tout un tas d'actions et de mises en synergie d'acteurs qui sont peut-être pour l'instant encore un petit peu éloignés de la problématique antivirus qui reste très focalisée sur les disciplines cliniques. On parlait de résilience des écosystèmes, on voit bien que là on a des composantes scientifiques à intégrer davantage dans cette problématique. On parlait de sciences sociales et cet avis est un petit peu au travers du prisme de l'environnement, un peu symbolise encore cette porte qu'il faut continuer d'ouvrir pour prendre en compte la problématique d'antivirus de façon beaucoup plus globale. Voilà, donc il me reste à remercier l'ensemble de tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre, à la préparation de ce colloque, que ce soit sur le plan technique, sur le plan des contenus, sur le plan de la présentation. Je voudrais avoir un mot particulier pour Claire et Nathalie qui sont, je dirais, backstage derrière cette nouvelle plateforme que l'ANSES vous a proposé aujourd'hui d'utiliser. Vous pouvez charger les présentations sur la page internet de l'événement. Je remercie bien sûr l'ensemble des équipes et vous avez vu qu'aujourd'hui les équipes qui ont présenté étaient des équipes tant des laboratoires que des équipes de la communication qui ont soutenu et préparé avec nous cet événement, que des équipes des directions d'expertise, et c'est aussi cette complémentarité de vue qui est aussi une forme de symbole de cette complémentarité d'approche des thématiques sous le vocabulaire ONEL s'étend, et qui montre bien l'interconnexion des angles pour arriver à répondre à des questions complexes comme celle de l'antibiorésistance, notamment lorsqu'on aborde dans les différents secteurs et pas uniquement sous l'angle de l'usage d'antibiotiques et de la sélection chez l'homme ou chez l'animal qui aura reçu cet antibiotique. Voilà. Donc merci encore à tous. N'oubliez pas de tweeter si ça fait partie de vos réflexes. En tout cas, on était très heureux de vous avoir avec nous pour cet événement et on tenait absolument à le maintenir pour cette semaine extrêmement importante d'éclairage autour du moindre usage et du meilleur usage des antibiotiques. Sous un format plus court, on le regrette tous, mais on a eu aussi la possibilité d'avoir une grande participation, et je pense que ça fait partie aussi des points positifs de ce type d'événement. On l'a pas voulu trop long parce que 2 heures, ça nous semblait un maximum pour une attention raisonnable dans ce type de format. Mais merci à tous de vous être connectés aujourd'hui, d'avoir suivi cet événement. Et donc bonne fin de journée et à très bientôt, bien sûr.